Sur les sujets, on va essayer un peu d'organiser les questions par thème sur, par exemple, la continuité d'exploitation, la notion de difficulté, les modifications du temps partiel, du temps de travail, pardon, les arrêts maladie, ensuite les conditions de sécurité, puis les aides financières aux entreprises et enfin les reports. Alors, donc on a eu déjà quelques questions qui ont été posées et dans les premières, c'est sur la continuité d'exploitation. Une des premières questions, c'est qui peut continuer, qui doit fermer. C'est-à-dire que beaucoup de petites entreprises, en tout cas, ne savent pas exactement comment elles doivent fonctionner. Est-ce qu'elles peuvent continuer à fermer, à exploiter leur commerce, leur artisanat, ou est-ce qu'elles doivent fermer? Et à quel moment doivent-elles fermer si elles n'ont plus les moyens de continuer? Qui peut répondre à cette première question surtout de TPE en fait? La CCI. Olivier? Oui, je peux donner Ou toi, Olivier? quelques notions juridiques. A priori, aujourd'hui, il n'y a qu'un décret qui est venu nous indiquer quelles étaient les entreprises qui obligatoirement devaient fermer. Donc, il y a une liste qui a été établie, ce sont les discothèques, ce sont les restaurants, ce sont les débits de boissons, sauf vente à emporter, où effectivement là, il y a une interdiction absolue d'ouvrir. Donc c'est d'ailleurs ces entreprises-là qui sont automatiquement éligibles au chômage partiel. Ensuite, ça dépend, là on est sur une fermeture involontaire puisqu'elle est imposée par les textes. Ensuite, il va appartenir à chaque chef d'entreprise de déterminer s'il est en capacité ou pas de continuer à travailler, soit volontairement, en disant ben, moi je considère que je suis dans l'incapacité absolue d'assurer la sécurité de mes salariés au regard de mon activité, et auquel cas il décidera de la mise en chômage partiel. Vous êtes très difficile à entendre. Hein. Il y a des messages qui, la qualité du son n'est pas bonne. Ah, je vais essayer de parler un peu plus fort alors. Vous vous rapprochez de votre micro. Oui, donc je disais qu'il y avait des entreprises qui étaient obligatoirement fermées. Ce sont celles qui sont définies par décret. Ce sont celles qui généralement accueillent du public. Et ensuite, il appartient à chaque chef d'entreprise de déterminer s'il est en capacité ou non d'assurer la sécurité de ses salariés en les faisant travailler, puisque le chef d'entreprise a certes des clients, mais il a aussi des salariés et il est de sa responsabilité d'assurer la sécurité de tout le monde. Donc, en cela, la pandémie n'est pas un motif de fermeture pour être éligible au chômage partiel. Il faudra expliquer en quoi, dans la demande de chômage partiel, cette épidémie empêche effectivement d'ouvrir son activité ou d'assurer la continuité de son activité. Et enfin, il y a celles qui n'ont pas de difficultés économiques particulières et qui, elles, vont devoir, à un moment donné, expliquer dans un plan de continuité d'activité qu'elles sont en capacité d'assurer la sécurité de ses salariés et effectivement, celles-ci pourront continuer à travailler. Donc, je dirais que pour résumer, il y a un décret, une interdiction absolue sur certaines activités et le reste est à la liberté, j'allais dire, de choix du chef d'entreprise. Donc sur les critères, Olivier, on a des critères de fermeture donc, administrative, ceux-là sont assez clairs. Ensuite, il y a des critères qui sont liés à la sécurité des salariés. Je peux ou je ne peux pas assumer la sécurité des salariés. Vous trouverez d'ailleurs sur le Drive un guide de prise de décision pour ça, qui est assez bien fait, qui vous permet de savoir où vous vous situez et ce que vous devez faire dans vos entreprises. Donc ça, c'est sur l'aspect sécurité du salarié. Et ensuite, il y a un aspect économique, si j'ai bien compris aussi, Olivier, c'est dire est-ce que je peux travailler, est-ce que j'ai des commandes, est-ce que je peux aller sur mes chantiers ou est-ce que je ne peux pas? Et tout ça, bien entendu, en respectant les règles de sécurité. Oui, pour être tout à fait complet, il n'y a pas d'obligation d'ouvrir. Il y a pour certaines activités une obligation de fermer, et pour le reste, il n'y a pas d'obligation d'ouvrir. C'est chaque chef d'entreprise qui, au regard de la sécurité de ses clients et de ses salariés, va prendre en toute conscience et en pleine conscience sa décision. Ensuite, en fonction de ce qu'il aura décidé, se posera une deuxième question de savoir si sa fermeture est éligible ou pas au chômage partiel, pour effectivement être remboursé d'une partie ou totalement des salaires qu'il aura versés à ses salariés.
D'accord. Dans la même notion, sur les conditions de sécurité, il y a certaines entreprises qui, effectivement, ont dû continuer leur activité, ont dû ou ont pu continuer leur activité, mais sans pour cela remplir pleinement les conditions de sécurité à la lettre. Par exemple, il y a beaucoup d'entreprises qui ont quand même continué à fonctionner avec sans masque, alors que effectivement, elles auraient dû peut-être en mettre à disposition de leurs salariés. Et puis certainement d'autres possibilités. Quelles sont et quid en fait de leur responsabilité en cas d'atteinte grave par un salarié? C'est-à-dire qu'à aujourd'hui, ces entreprises-là, beaucoup on le trouve dans le bâtiment, mais aussi dans certains commerces, où chacun a fait comme il a pu, mais pas forcément rempli à la lettre les conditions qui sont maintenant un peu plus claires. Disons que la situation a quand même été largement brouillée par les pouvoirs publics qui, initialement, ont tenu un discours extrêmement anxiogène, notamment lors de l'allocution du président Macron le 12 mars, où on semblait comprendre que l'activité devait totalement s'arrêter. Puis, 3 jours après, Muriel Pénicaud est venue... Reprenez votre micro, s'il vous plaît, Olivier. Pardon. Puis, 3 jours après, Muriel Pénicaud est venue nous expliquer que beaucoup d'entreprises avaient fait des demandes indues par pur confort et qu'il n'était pas concevable que tout le monde soit indemnisé. Donc, en réalité, aujourd'hui, voilà la situation. Alors, quand je dis aujourd'hui, c'est aujourd'hui 30 mars, parce que ce que je vais vous dire aujourd'hui ne sera peut-être plus vrai demain ou après-demain. Aujourd'hui, voilà où nous en sommes. Nous avons donc les entreprises qui ne peuvent pas travailler, et nous avons ensuite celles qui prennent la décision de retravailler. Celles-ci vont avoir l'obligation de mettre en place ce qu'on appelle un plan de continuité d'activité, c'est-à-dire un document écrit sur lequel on va tracer catégorie de salariés, service par service, ce qu'il est possible de mettre en télétravail, ce qu'il est possible de mettre en chômage partiel, l'organisation du travail telle qu'on la conçoit pour assurer la protection des salariés, et écrire toutes les mesures de sécurité que celles-ci vont devoir prendre pour assurer cette sécurité dans ce document qui, au passage, devra être retranscrit dans le document unique d'évaluation des risques professionnels. Je prends un exemple dans le bâtiment, c'est poser le problème de l'acheminement des salariés sur les chantiers. Un véhicule pour 2 salariés a été jugé non conforme. Donc, aujourd'hui, pour que l'entreprise du bâtiment puisse envoyer ses salariés sur un chantier, soit elle affecte un véhicule d'entreprise par salarié, et elle l'écrit dans le plan de continuité d'activité, elle l'écrit dans son document unique d'évaluation des risques professionnels, elle consulte ses représentants du personnel pour les associer à la démarche, et à cette condition-là, elle pourra effectivement envoyer ses salariés sur ces chantiers. Soit elle choisit de verser le transport, l'indemnité de transport à ses salariés en les invitant à prendre leur véhicule personnel pour aller sur les chantiers. Donc, ce qui est vrai dans le bâtiment ne va pas être vrai dans d'autres activités où, par exemple, dans des bureaux, on va plutôt privilégier le travail par roulement, l'interdiction absolue des réunions, des gestes barrières, etc., etc. Donc, la difficulté de l'exercice, c'est que c'est une démarche individuelle, c'est du sur-mesure. C'est chaque entreprise qui va devoir s'interroger sur est-ce que je suis en capacité de continuer mon activité et si oui, à quelles conditions? Et si effectivement je ne fais ni partie de la liste des interdictions, que je n'ai pas de difficultés économiques et que je ne peux pas faire travailler mes salariés, à ce moment-là, je ferai une demande de chômage partiel. D'accord. Alors, pour continuer dans ce que tu dis, Olivier, il existe sur le site du gouvernement des fiches sectorielles qui vous permettent d'apprécier, hein, secteur par secteur, les sécurités que vous devez prendre pour vos salariés. Alors, il est sorti immédiatement samedi, je pense, ou vendredi, une fiche intersectorielle. C'est la première qui est sortie, bien entendu, qui reprend toutes les sécurités que vous devez prendre, quelle que soit votre entreprise. Et ensuite sont arrivées dans la foulée 3 fiches sectorielles qui sont liées au transport, qui sont liées à la boulangerie et aux personnes qui utilisent des caisses enregistreuses. Alors, petit à petit, vous devez avoir des fiches pour tous les autres secteurs, puisqu'il est annoncé 50 secteurs qui vont être développés et qui vous permettront à chacun de voir quelles sont les sécurités que vous devez appliquer chez vous. Au moins, ça clarifie un peu la position. Avec quelques flous, c'est bien entendu. Pardonnez-moi, mais j'insiste sur j'allais dire, la configuration individuelle, et c'est du sur-mesure par entreprise.
l'entreprise qui se contenterait d'appliquer… Approchez le micro, Olivier. Oui, l'entreprise qui se contenterait d'appliquer les fiches sectorielles, en fonction de sa façon de travailler, ça pourrait s'avérer insuffisant. Aujourd'hui, n'oublions pas que chaque entreprise, normalement, a un document unique d'évaluation des risques professionnels, le document pertinent sur lequel il faut travailler, et il faut adapter, j'allais dire, ce document à la situation que nous vivons, c'est celui-ci. C'est détecter service par service comment est-ce qu'on va faire travailler les salariés. Si c'est possible, à ce moment-là, on écrit pourquoi. Si c'est impossible, on écrit pourquoi. Quand c'est impossible, ce pourquoi justifiera la demande de chômage partiel. Et si c'est possible, ça évitera effectivement d'être confronté à un droit de retrait des salariés qui, je le rappelle, sont dans une situation anxiogène relativement importante aujourd'hui parce que le discours qui a été tenu était un discours très anxiogène où beaucoup de salariés aujourd'hui renaclent ou ne souhaitent pas venir en entreprise considérant qu'ils s'exposent à un risque individuel. Donc, si les mesures ne sont pas suffisantes ou si elles ne sont pas écrites, eh bien, le droit de retrait qui pourrait être, j'allais dire, utilisé individuellement par un ou plusieurs salariés serait déclaré ensuite légitime. Olivier, une entreprise qui a fait sa demande de chômage partiel, qui a été validée, dont le chômage partiel a été validé, est-ce que l'administration a pris après coup pour revenir sur ce chômage partiel et sur cette validation de chômage partiel? Alors là aussi, on a eu une situation un petit peu évolutive, c'est-à-dire qu'initialement, il fallait donc tenter, je dis bien tenter, de faire une demande d'autorisation, puisque a priori les textes prévoient que c'est une autorisation préalable. Donc un numéro, ensuite un site a été dédié à ces demandes d'autorisation, mais tout le monde a pu constater qu'il fonctionnait extrêmement mal. Donc on est passé d'un mode déclaratif préalable à un mode d'autorisation préalable à un mode de déclaratif postérieur. Aujourd'hui, les derniers décrets permettent effectivement de déclarer postérieurement, et on a jusqu'à 30 jours pour le faire, une situation de chômage partiel. Et le dernier décret qui est sorti vendredi prévoit que si l'administration ne répond pas dans un délai de 2 jours, la demande est réputée acceptée. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle par rapport à ce que nous vivions, puisque jusqu'alors, l'enchère d'entreprise devait faire sa demande d'autorisation préalable, et s'il ne l'avait pas, il ne pouvait pas mettre en chômage partiel ses salariés. Maintenant, il le peut, mais attention, ce passage d'une demande d'autorisation préalable à un élément déclaratif validé après un silence de 2 jours de l'administration va permettre une indemnisation beaucoup plus rapide, une acceptation beaucoup plus rapide, mais l'administration a d'ores et déjà précisé qu'elle allait se livrer postérieurement à la crise à un certain nombre de contrôles. Et ces contrôles, s'ils s'avéraient, j'allais dire, positifs, je donne un exemple tout bête, j'ai mis mes salariés en télétravail, mais je fais quand même une demande de chômage partiel. C'est incompatible, puisque si la personne est en télétravail sur la base d'un temps complet, eh bien, elle ne peut pas à la fois être en télétravail payé par l'employeur et en situation de chômage partiel. Le télétravail, c'est simplement un changement de lieu géographique de l'exécution du contrat. Bon, eh bien, si l'administration s'aperçoit que l'entreprise s'est livrée à ce type de pratique, nonobstant le remboursement, tout naturellement, du chômage partiel qu'elle aurait perçu, elle s'expose effectivement, comme en matière de travail dissimulé, à l'interdiction absolue de solliciter la moindre aide que ce soit pendant 5 ans. Donc, le passage du mode autorisation préalable à déclaratif va s'accompagner, comme toujours avec l'État, d'un certain nombre de contrôles postérieurs où on va venir récupérer sur des situations qu'on a accordées implicitement, mais sur lesquelles, effectivement, le contrôle démontrera que l'entreprise n'a pas volontairement ou involontairement, c'est toute la difficulté, respecté les textes. Donc, attention. Alors, une petite question d'un participant concernant un plan de continuation. Si on venait à avoir un cas suspect, c'est-à-dire quelqu'un, on n'est pas certain qu'il est contaminé, mais on a une suspicion, est-ce que l'entreprise doit fermer le service ou éventuellement la société par mesure de prévention? Alors, c'est le plan de continuité, pas de continuation, je pense que tu as voulu dire. Continuité. Plan de continuation, oui. C'est en cas de continuité, redressement judiciaire. Continuité. Après un redressement judiciaire. Donc, en cas de continuité d'activité, effectivement, il va falloir gérer les situations des salariés sur le lieu de travail. Donc, on a bien vu que si ces salariés étaient sur leur lieu de travail, c'est qu'on avait mis en place des mesures de protection.
Et bien évidemment, dans le cadre de ce plan de continuité d'activité, il va falloir intégrer l'éventuelle contamination d'un salarié et dire quel protocole va-t-on appliquer. Donc, le protocole, il est relativement simple. À partir du moment où une personne est suspectée, alors je n'aime pas trop ce terme suspecté parce que le coronavirus est une maladie asymptomatique, c'est-à-dire qu'on peut avoir des gens qui sont porteurs du virus mais en très bonne santé. Donc à ce stade-là, je ne vois pas comment le chef d'entreprise, sauf si la personne revient d'une zone à risque, mais là il y a une procédure particulière, va pouvoir suspecter un salarié d'être malade. En fait, il va, comme la plupart du temps, être informé a posteriori qu'un salarié est atteint du coronavirus. Et à ce moment-là, il faut mettre en place un protocole, détecter avec qui cette personne a travaillé et effectivement demander au personnel avec qui il a été en contact soit de rentrer chez eux, soit de travailler dans d'autres conditions permettant effectivement de protéger les autres salariés. Tout ça doit être écrit. C'est, comment vous dire, nécessaire pour effectivement deux contentieux qui s'annoncent. Le contentieux vis-à-vis des salariés qui seraient infectés et qui pourraient se retourner contre l'entreprise en considérant qu'elle n'a pas tout fait pour les protéger du coronavirus. Et le deuxième contentieux, ce document va nous servir lorsque nous aurons un refus de l'administration d'indemniser pour expliquer que les conditions dans lesquelles nous avons demandé à des salariés d'être en chômage partiel étaient réunies parce que nous avions une impossibilité matérielle de pouvoir les faire travailler. Donc, effectivement, si vous devez rouvrir, il faut, ou pas, dans tous les cas, il va falloir tracer les raisons, soit de l'ouverture, soit de la fermeture. C'est impératif aujourd'hui. Une autre question pour rester sur le chômage partiel toujours de Nathalie Zmer concernant le chômage, le cumul en fait entre le chômage partiel et le télétravail dans un même service. Est-ce que c'est possible? Alors, il y a deux règles qui s'affrontent. La première, c'est celle que j'ai édictée tout à l'heure. Le salarié qui serait 35 heures en télétravail, lui, n'est pas éligible au chômage partiel parce qu'encore une fois, il s'agit de délocaliser sa prestation de travail du lieu de l'entreprise à son domicile. Donc, il n'est pas en chômage partiel, il travaille, sauf qu'il télétravaille. Bien. Après, nous pouvons rencontrer des situations où le travail fait à domicile va, j'allais dire, impacter un petit peu la productivité. Et ce que l'on pouvait faire facilement 35 heures à l'entreprise, on va ne pouvoir en faire que 20 heures ou 25 heures à la maison, parce qu'on n'a pas tous les outils, on n'a pas tout le matériel. Il y a parfois du travail d'équipe qui fait que c'est pas possible. Auquel cas, il est autorisé de placer en télétravail pour 20 heures un salarié et les 15 heures manquantes, le passer en chômage partiel. Mais attention, je rappelle que le chômage partiel, il va s'envisager par service. C'est tout le service comptabilité où tous les salariés qui seront en télétravail, 20 heures, et tout le service comptabilité qui auront 15 heures de chômage partiel. On ne va pas pouvoir travailler à la carte. On ne va pas pouvoir dire, un tel, je le mets en télétravail 15 heures et je demande 20 heures de chômage partiel. Par contre, un tel, il va avoir 30 heures de chômage partiel et que 15 heures de télétravail. Il faut, c'est un peu la même question que l'on a dans le bâtiment. J'ai certains chantiers qui sont fermés et d'autres qui sont où les maîtres d'ouvrage ont considéré qu'on pouvait les laisser ouverts. Je ne vais pas mettre en chômage total les salariés qui étaient sur le chantier fermé et faire travailler 35 heures par semaine les salariés où le chantier est ouvert. Je vais devoir lisser la charge de travail sur le nombre de salariés et faire une demande de réduction horaire collective, quitte à faire tourner les salariés par roulement sur le seul chantier ouvert. Ça aussi, c'est une des conditions de légitimité du recours au chômage partiel qui, compte tenu des délais, sera par exemple examiné a posteriori par un contrôleur et qui pourra remettre en cause effectivement l'utilisation du chômage partiel dans ces conditions. Une autre question qui est là. Est-ce qu'une entreprise qui aurait mis en chômage partiel son personnel pourrait avoir mis en conformité l'accueil de son personnel et donc reprendre son activité derrière? Si effectivement le plan de continuité d'activité démontre que les barrières, les gestes barrières sont respectés et que chaque poste de travail est sécurisé, alors évidemment, la question qui va se poser très rapidement et qui se posera devant les tribunaux postérieurement, c'est le degré de sécurisation.
parce que la sécurité absolue à 100% n'existe pas. Donc, on va rentrer, si vous voulez, dans la notion de ce qu'on appelle, nous, les juristes, la faute inexcusable, de conscience du danger auquel on a pu exposer nos salariés. En l'état de la connaissance de la maladie d'aujourd'hui, en l'état des connaissances des mesures permettant d'en éviter la propagation, l'employeur doit prendre des mesures adéquates et adaptées à son activité pour protéger à l'aura des connaissances qu'il a de la maladie, son personnel et ses clients. Alors évidemment, dans les bureaux, c'est plus simple que sur des chantiers où vous avez 5 entreprises qui interviennent simultanément. Parce que, comment vous dire, dans les entreprises, chaque employeur est responsable de ses propres salariés, mais il va nécessairement y avoir une interaction avec les autres entreprises. Donc, vous voyez, c'est ce genre de questions qu'il va falloir se poser. Alors là, je vais dérouler un petit peu, mais ça va me permettre d'avancer. 2 hypothèses. L'entreprise a un CSE, Comité social économique, parce qu'elle est plus de 11 salariés et qu'elle est à jour de ses obligations sociales. Auquel cas, bien évidemment, il va falloir intégrer à la réflexion le CSE, les membres du CSE, pour construire ensemble ce plan sur mesure pour chaque catégorie de salariés. Et ensuite, pouvoir dire, ben voilà, on a mis en place un dialogue. Et ce dialogue a permis effectivement de mettre en place des mesures de sécurité, parce que les représentants du personnel ont aussi leur petite idée de la chose. Soit l'entreprise a moins de 11 salariés, et auquel cas, ben, c'est l'employeur qui va devoir le faire tout seul. Avec évidemment toujours une prise de risque en fonction de ce qui se passera, parce que c'est toujours un pari sur l'avenir, de se dire que je vais rouvrir. Je ne sais pas aujourd'hui si un de mes salariés va me faire une déclaration comme quoi il est atteint du coronavirus. À la question, s'agit-il d'un accident du travail? Parce qu'on ne sait pas si le coronavirus a été contracté pendant le temps de travail ou en dehors du temps de travail. De toute façon, je rappelle que l'employeur n'en est pas juge. Il devra inévitablement et automatiquement, dans les 48 heures, établir une déclaration d'accident du travail. Et c'est la CPAM qui, derrière, viendra juger si les conditions font qu'on peut reconnaître un accident du travail ou pas. Ok, dernière peut-être question là-dessus. Pour les personnes qui ont des contrats à 40 heures par semaine et qui vont faire que 20 heures, comment doit-on faire? Alors, la règle du chômage partiel, c'est qu'elle ne peut concerner, elle ne raisonne que sur la durée légale du travail, c'est-à-dire 35 heures. Donc, automatiquement, les entreprises qui avaient conservé depuis les lois Aubry un horaire collectif à 39 heures et payaient donc des heures supplémentaires que l'on appelle des heures supplémentaires structurelles, 151h67 plus 17h33 pour faire les 169 heures d'avance, c'est-à-dire les 39 heures par semaine. Il y a automatiquement, à partir du moment où vous allez faire une demande de chômage partiel, ceux-là ne seront remboursés qu'à hauteur de 80% sur les heures chômées, sur la base de 35 heures. Les heures supplémentaires ne sont pas financées. Ce qui n'empêche pas l'employeur, s'il le souhaite, de maintenir la rémunération des 10 salariés au travers d'un complément différentiel. Mais à la base, les 80%, les 70% pardon, du brut, qui représentent 84% du net, qui seront financés par l'employeur au titre de l'heure chômée et qui lui seront remboursés à 100% par l'État, c'est jusqu'à concurrence de 35 heures. Donc, l'entreprise qui était à 39 heures, les salariés vont automatiquement perdre 4 heures. C'est moins vrai depuis ce matin, parce qu'on avait le problème pour les salariés qui avaient des heures d'équivalence. Qu'est-ce que c'est une heure d'équivalence? Vous les aviez par exemple dans les surveillants de nuit des établissements handicapés, où pour 4 heures de travail, pour 8 heures de présence de nuit, on leur comptait 4 heures. Ce sont des heures d'équivalence. Bon. Donc ces heures d'équivalence-là venaient se rajouter à la durée du travail, et la question était de savoir est-ce que ces heures d'équivalence étaient comprises ou non dans l'indemnisation chômage partiel. Le décret de ce matin vient de dire que oui. Donc, à aujourd'hui 30 mars, les heures supplémentaires ne sont pas comprises dans la demande de chômage partiel et ne sont pas finançables au titre d'un remboursement, sachant que l'employeur, encore une fois, peut les verser. Mais les heures d'équivalence, oui. Tout ça est un petit peu compliqué, je l'entends, mais si vous devez bâtir un plan de continuité d'activité, il faut le bâtir sur 35 heures et non pas sur 39 heures. Parce que vous ne serez pas financé jusqu'à l'horaire collectif pourtant appliqué et applicable dans l'entreprise depuis 2002 pour ceux qui ont conservé 39 heures.
Merci Olivier. Alors, encore des questions sociales quand même. Comment on a la possibilité pour certaines entreprises de modifier le temps de travail, de gérer les congés payés différemment? Comment est-ce applicable dans les entreprises de moins de 11 salariés dans lesquelles il n'y a effectivement pas de CSE? Alors, l'ordonnance qui est intervenue vendredi dernier prévoit effectivement la possibilité d'affecter 6 jours de congés payés acquis en les imposant aux salariés, par exemple, de leur dire, ben voilà, sur la période qui court de la dernière semaine de mars, je vous place en congé payé. Ça n'est possible en l'état actuel des choses que pour les entreprises qui relèvent d'une branche ayant conclu dans la convention collective un accord le permettant. À ma connaissance, il n'y en a aucune aujourd'hui. Sur les 400 conventions collectives existantes, aucune n'a prévu le coronavirus et la possibilité de ces 6 jours. Donc la perspective d'un accord de branche est à éluder puisque ça n'existe pas. Peut-être dans l'avenir, mais pour l'instant, il n'y a rien. Et soit un accord d'entreprise qui doit être signé effectivement avec le CSE. Ce qui signifie que si l'entreprise n'a pas de comité social économique, elle ne peut pas conclure d'accord d'entreprise, sauf à aller chercher un salarié mandaté pour négocier, par un syndicat pour négocier un accord, mais enfin en ces périodes de confinement, c'est un petit peu compliqué. Donc ça signifie que ce dispositif-là, des 6 jours de congés payés, n'est pas de façon pragmatique applicable aux entreprises de moins de 11 salariés. Alors, en revanche, je me permets de rappeler qu'il s'agit dans ce cas-là, de recourir à un dispositif où on impose au salarié la prise de ses congés payés. Si le salarié volontairement entend en bénéficier, il peut y avoir intérêt s'il a un report de congés payés sur ses bulletins de salaire des années antérieures qui n'ont pas été prises. S'il y a l'accord du salarié, on fait ce qu'on veut. On peut demander au salarié de passer 6, 7, 8, 9, 10 jours de congés payés sur la période litigieuse. Lui est payé à 100%. Pour le coup, au lieu de toucher 84% de son net. Donc, dans un certain nombre de cas, une discussion peut peut-être s'ouvrir avec les salariés pour effectivement qu'un accord intervienne sur un contingent de jours de congés payés qui serait pris. En revanche, le deuxième dispositif qui a été mis en place par l'ordonnance, c'est sur les jours de repos. Donc, qu'est-ce que les jours de repos? Ce sont des jours RTT. Donc, je vous rappelle que les jours RTT, c'est lorsque l'entreprise est passée de 39 heures à 35 heures, mais qu'elle a continué à rester sur 39 heures et en donnant des jours de récupération en échange. Ou pour les salariés cadres en convention forfait jour, là, il y a des jours de repos qui doivent être positionnés dans l'année. Là, l'employeur peut, avant le 31 décembre 2020, utiliser ces jours de repos acquis, mais non encore posés, pour, j'allais dire, passer une semaine ou 15 jours, 10 jours maximum, pardon, et ce, sans l'accord du salarié. Bon, merci Olivier. Il y a encore des questions, mais on ne va pas pouvoir toutes les prendre parce que sur le secteur social, bien entendu. Je pense qu'on va passer sur d'autres sujets liés aux aides financières aux entreprises notamment. Donc beaucoup d'interrogations de la part des indépendants. Ils ont pris les mesures pour protéger leurs équipes, télétravail, chômage partiel, maladie, protéger au mieux leur entreprise, des reports d'échéances, des prêts de BPI, etc. Mais ils s'inquiètent pour eux. Ils s'inquiètent pour eux maintenant, notamment pour l'aide de 1 500 euros. Il faut notamment une baisse d'activité de 70% sur le mois de mars, ce qui est dans les textes. C'est a priori très peu probable pour beaucoup, puisque la majorité ont fermé le jour de la fermeture administrative. Est-ce que sur le mois de mars, il n'y a pas une possibilité, ou est-ce qu'il est déjà envisagé de ne compter ces 70% que sur la deuxième quinzaine de mars et pas sur la totalité du mois? Alors, je ne sais pas qui peut répondre. Alors, il y a d'autres. Je vais peut-être poser tout un tas de questions qui sont liées à ça. Il y a une aide aussi complémentaire de la région d'un montant de 2 000 euros qui avait été annoncé, avec des modalités où on disait de plus grosses difficultés. Est-ce qu'on a plus d'informations sur cette aide de la région? Je peux vous en parler un peu si vous le désirez. Voilà. Je continue, comme ça vous pourrez faire un tour. Il y a le cumul d'aides possibles. Est-ce qu'on peut cumuler des aides du type aide sociale de l'URSSAF et le fonds de solidarité? Quelles sont les possibilités d'assistance pour aider ces indépendants à remplir leurs demandes? Il
y a-t-il un plan d'aide? On verra la BPI après. Oui, je pense que ça fait déjà un lot de questions. Pour le fonds de solidarité, Oui. je ne sais pas si vous m'entendez. Oui, très bien. Oui. Le fonds de solidarité, les décrets ne sont pas encore parus. Donc, pour l'instant, les baisses de chiffre d'affaires de 70% par rapport à mars de l'année dernière ou sur la moyenne, rien n'est encore paru et les décrets, on l'attend. Donc, il sera très certainement publié demain, mais voilà, on n'en sait pas plus. Alors, c'est vrai que les services de l'État ont beaucoup communiqué sur des conditions d'éligibilité, sauf que le texte, il n'est pas publié, quoi. Donc, pour l'instant, on partirait là-dessus. On peut partir sur autre chose. La somme de 1 500 €, d'après les projets de décret, j'en ai vu deux qui se sont succédés. On est toujours sur une somme de 1 500 € maximum. L'aide de la région de 2 000 €, elle viendra abonder cette aide de 1 500 €. Mais pareil, on attend les décrets. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Pour l'aide de l'URSSAF, l'aide exceptionnelle de la Sécu des indépendants, d'après ce que dit l'URSSAF, elle est exclusive, enfin elle peut se cumuler avec toutes sortes d'aides. Donc le fonds de solidarité ou l'aide de l'URSSAF, c'est deux choses différentes. Mais encore une fois, voilà, on attend d'avoir tous les tenants et les aboutissants pour voir quelles vont être les conditions d'éligibilité. Jean Tritaine, les aides de la région? Et juste pour compléter le fonds de solidarité, hein, qui est une aide directe, je crois qu'aujourd'hui, pas mal de régions ont fait des propositions par rapport à ce chiffre, hein, de 70% de perte d'activité. La région, par exemple Occitanie, de son côté, a dit qu'elle interviendrait à hauteur dès 50% de perte de chiffre d'affaires. Donc aujourd'hui, il y a pas mal de remontées qui se font au niveau des régions. Effectivement, je pense que demain, on y verra beaucoup plus clair, surtout que normalement, dès demain, toutes les entreprises peuvent solliciter cette aide. Donc, effectivement, il est urgent qu'elle arrive, hein, puisque demain, normalement, en vous connectant sur impôts.gouv.fr, vous pouvez être éligible au premier volet de l'aide, c'est-à-dire ce dont parlait mon collègue de la CCI, c'est-à-dire c'est maximum de 1 500 € par demande, hein. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il va falloir surveiller de très près. Mais normalement, dès demain, le site est accessible. Ça se passera en 2 temps, hein. Donc une première tranche à partir de demain pour le premier volet de 1 500 €, et à partir du 15 avril pour le volet qui est géré, lui, par la région en direct. Voilà. Et effectivement, on a encore beaucoup d'inconnus à ce jour. Alors, il faut rappeler le numéro à toutes les personnes qui nous écoutent. Vous avez un numéro quand même d'assistance qui est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, le 0800 130 000, hein, qui vous permet de poser toutes les questions pour que vous ayez les réponses dans tous les sujets qui nous intéressent. Concernant la BPI, et toujours sur les TPE, y a-t-il un plan d'aide spécifique au niveau de la BPI pour les TPE? Stéphane, est-ce que tu pourrais nous éclairer? Stéphane. Il y a un problème de son, Stéphane. Il y a un problème de son. Ton micro. Ou sinon... Ah oui, on n'entend pas. On est bon, normalement. Parfait. Est-ce que c'est bon? Allez, c'est bon. Parfait. Au niveau de la BPI, en fait, ce qu'on a fait, ça a été d'abord déjà d'écouter et d'orienter les chefs d'entreprise ces 2 dernières semaines, parce que c'est vrai que ça a été un choc quand même assez brutal. Et tous étaient un petit peu perdus par rapport aux aides, et c'est bien normal. Et puis nous aussi d'ailleurs, puisqu'on a mis des aides un petit peu en urgence. Donc ça a changé quand même, ça a évolué parfois même dans la même journée et quasiment tous les jours. En s'améliorant à chaque fois, heureusement, mais il y a eu pas mal de choses qui ont évolué. Donc aujourd'hui, on a simplifié au max le process, puisqu'on a délégué complètement aux banques le pouvoir de décider à notre place, en bénéficiant de la garantie à 90% de BPI France, en fait, qui est opérateur pour le compte de l'État, puisque vous avez vu que l'État a mis en place 300 milliards d'euros d'aide pour garantir les banques. Donc nous, on est opérateur dans ce cadre-là, et c'est les banques, par contre, qui mettent en place les prêts. Donc c'est quand même eux, hein, je veux dire, il faut quand même nous, on parle beaucoup de BPI France en ce moment, mais c'est les banques qui sont vraiment
au franc et au charbon et en première ligne, hein, parce qu'elles doivent gérer des dizaines de milliers de demandes de toutes petites entreprises jusqu'à l'ETI et la grande entreprise. Donc, il y a beaucoup de dossiers qu'elles doivent traiter en urgence avec les moyens du bord. Mais donc, pour simplifier tout ça, ce que BPI France a fait, c'est qu'on a délégué le pouvoir aux banques de bénéficier de 90% de garantie sur leurs prêts. Voilà. Ça, c'est la mesure première, essentielle et qui est la plus importante finalement. Bénédicte, peut-être vous avez peut-être quelque chose à rajouter par rapport à ça? Non, alors il y a eu 2 temps en fait d'aide bancaire, hein, c'est-à-dire que le premier c'était surtout de pouvoir décaler les emprunts, hein, donc ça je pense que les banques ont été dans un premier temps sollicitées, hein, peut-être que Claire Godet pourra en parler mieux que moi, et puis dans un deuxième temps effectivement il s'agit de recenser des besoins éventuels de refinancement et c'est là où la BPI peut apporter sa garantie qui a été maximisée à hauteur de 90%. Voilà, ce que je peux rajouter, c'est qu'à la Banque de France, nous, on intervient aux côtés des entreprises. Donc, dans un premier temps, on peut intervenir dans le cadre de notre dispositif des correspondants TPE, qui a été élargi à toutes les tailles d'entreprise. Donc, il y a un seul numéro que je vous ferai passer, le 0800 08 32 08, avec 84 pour le numéro de département. Donc, il y a quelqu'un de chez nous qui répondra et qui orientera l'entreprise sur le dispositif le plus adapté. Et on a également un dispositif de médiation du crédit quand l'entreprise n'arrive pas à obtenir de financement de la part de sa banque. Donc là, compte tenu de la crise et de la grande communication qu'il y a eu sur les différentes aides de financement, on est plutôt en pré-médiation de crédit, c'est-à-dire que les entreprises qui ont des difficultés nous font une demande un peu moins lourde que le dispositif de médiation de crédit qui impose quand même de déposer un dossier complet. Donc là, il y a une procédure un peu simplifiée. Et nous, on va intervenir sans vraiment rentrer dans la médiation de crédit, en prenant éventuellement contact avec la banque pour savoir s'il y a vraiment un refus de financement ou si la banque, comme l'a dit Monsieur Lopiccolo, attend tout simplement la mise à disposition des fonds et des conditions d'application de tous les dispositifs. Voilà ce que je pouvais apporter. Donc, ça veut dire que la Banque de France, aujourd'hui, intervient principalement pour accompagner les entreprises qui n'arrivent pas à obtenir de la part de leur banque un aménagement Tout à fait. Tout à fait. En fait, on peut intervenir en premier lieu pour accompagner l'entreprise à trouver le meilleur dispositif possible. Et dans un deuxième temps, quand vraiment il n'y a pas d'accord avec la banque. En fait, on peut intervenir en premier lieu pour accompagner l'entreprise à trouver le meilleur dispositif possible. Et dans un deuxième temps… Fabrice, tu peux couper le son, s'il te plaît? Merci. Allez-y, Bénédicte. Voilà, donc dans un deuxième temps, quand il n'y a vraiment pas d'issue apparemment à trouver entre l'entreprise et la banque, on peut intervenir en médiation du crédit. Donc pareil, pour essayer de négocier directement et trouver un accord avec la banque directement. Voilà. Merci. Claire, est-ce que vous pouvez rajouter peut-être au niveau des banques? Claire Godet, du Crédit Agricole. Je remets mon micro. Oui, c'est bon. Oui, donc en complément, vous dire en effet, on a été sur le cadencement qu'indiquait Bénédicte. Beaucoup de contacts évidemment avec les entreprises, hein, nos clients. Dans un premier temps, et on est évidemment encore sur ce temps-là, hein, c'est les reports, les pauses qui peuvent être mises en place sur leur dossier de crédit pour mettre en place des pauses de 6 mois sur les dossiers de crédit. Et dans le deuxième temps, c'est les prêts garantis par l'État, hein, les PGE comme on les appelle, avec cette garantie à 90% en dessous d'un certain chiffre d'affaires, sur lesquels on est complètement dans l'action, en attendant encore des textes et des précisions. Et comme le disait Stéphane Lopiccolo de la BPI,
il y a encore des modifications et des précisions qui se font au jour le jour. Voilà, donc avec des textes et des contrats qui vont être donnés par la BPI et puis par l'ensemble des établissements banquiers là, qui vont se mettre d'accord courant de cette semaine. Mais aujourd'hui, on ne peut pas encore, je dirais, décaisser et mettre en place le prêt complètement. Voilà. Mais par contre, on est à la disposition et on est en contact avec nos clients pour être à leur écoute et pour arriver à quantifier les besoins de BFR, parce qu'il s'agit de prêts, en effet, pour accompagner l'impact du Covid sur le BFR des entreprises. Alors, j'avais une question justement concernant les reports d'échéance sur les prêts. Il est bien annoncé qu'effectivement, il n'y a pas d'intérêt de retard, de commission, de frais de dossier, etc. C'est-à-dire que tous ces reports d'échéance ne sont pas facturés par les banques. Il n'empêche que certaines ont reçu des intérêts supplémentaires. Alors, ils ont appelé ça supplémentaire. Est-ce qu'il s'agit bien des intérêts qui courent sur la période, tout simplement, relatifs au ça, crédit? Oui. C'est des intérêts. Enfin, il n'y a rien qui est pendant les 6 mois, il n'y a absolument aucun capital et aucun intérêt qui est payé par l'entreprise. Elle a évidemment, par contre, son assurance. Si elle avait une assurance sur ce contrat, il faut évidemment qu'elle continue à payer le côté assurantiel. Par contre, il n'y a aucun intérêt et aucun capital pendant cette période. Et il y a les intérêts, par contre, qui sont courus. Il n'y a pas d'intérêt additionnel, il n'y a pas d'intérêt capitalisé. Et c'est cette partie d'intérêt-là qui ensuite est reportée. Et c'est un peu différent en fonction des banques. Voilà. Mais c'est important à communiquer parce que quelques-uns, comme on l'a eu au départ sur le chômage partiel, enfin, tout le monde s'est un peu emballé en se disant on fait des reports d'échéance et puis on n'aura rien à payer. Alors qu'en fait, il y a quand même des intérêts, forcément, puisque vous avez un crédit qui court. Et on s'aperçoit d'ailleurs qu'il y a finalement, on imaginait avoir on va dire une massification des demandes par rapport à ce report d'échéance. Et il y a maintenant peut-être un effet un peu plus… les dirigeants d'entreprise prennent un peu plus de temps et quelques-uns d'ailleurs annulent aussi leur demande. Compte tenu aussi, je pense, de l'attrait de l'autre côté du PGE, du prêt garanti par l'État. Alors, pour revenir justement sur ces prêts garantis par l'État, il y avait plusieurs questions. La première, c'est qui y a droit? Et on pense notamment, on avait une question tout à l'heure sur les sociétés qui étaient en plan. Est-ce qu'à un moment donné, elles peuvent y avoir droit? Et ensuite, quelles sont les conditions financières de ces prêts garantis par l'État? Alors, à date, je vais parler aussi comme Olivier Peglio, parce qu'il y a beaucoup d'éléments qui changent et ça change au jour le jour. À date, nous, ce qui nous est indiqué, en effet, les exclusions, c'est les sociétés civiles immobilières. Et puis, les entreprises qui font l'objet d'une procédure collective au titre 2, 3, 4, 5 du Code du commerce. Donc, procédure amiable ou collective. Voilà. Ensuite, ça, on va dire, c'est les exclusions les plus importantes. Mais on attend, comme je vous le disais, il y a encore des modifications et des changements qui se font un peu tous les jours. Donc, alors, je sais que tout à l'heure, on évoquait ça avant le démarrage de la réunion. Donc, je crois que d'autres personnes avaient d'autres informations. Donc, on verra derrière. Enfin, je vais les laisser parler sur ce sujet des plans en particulier. Est-ce que quelqu'un a une information sur les sociétés qui seraient en difficulté par rapport à l'obtention de ces prêts BPI? Oui, c'est Gérard Arnaud, président du tribunal de commerce. J'ai envoyé M. Stéphane Piccolo. Vous m'entendez? Oui, très bien. Vous avez reçu mon email de samedi ou dimanche dans lequel je vous envoyais un document des affaires extérieures qui reprenait une note justement de 2019 qui nous a envoyé tous les mandataires, Bruno Bertollet,
et ça a été envoyé le 20 mars. Il faisait appel, alors sinon je vous l'ai envoyé, c'est page 31 de ce document. Il y avait un cas qui était marqué le numéro 20. C'est marqué pour application de ces règles, justement dans le cadre de la Convention européenne. Pour l'application de ces règles, les entreprises en mandat ou en procédure ou en redressement judiciaire ne sont pas, par exemple, considérées comme des entreprises faisant l'objet d'une procédure collective d'insolvabilité. Donc, je vous avais envoyé ça. Alors, je ne sais pas si vous avez reçu. Deux C à Piccolo ou un seul? Parce que tout à l'heure, je vais vous répondre tout de suite, hein, si vous voulez. Je vais vous répondre sur ce cas-là. Parce que donc, en cette fait, note est un… Ouais. Non, mais c'est très simple. C'est très simple. En fait, une entreprise qui est sortie de sauvegarde, et je préfère lire en fait le paragraphe, comme ça je suis sûr de ne pas me tromper. Une entreprise qui est sortie de sauvegarde ou de RJ avec un plan n'est plus en procédure collective ou en cessation de paiement, donc elle est éligible. En revanche, une entreprise en procédure de sauvegarde ou de RJ et dans l'attente de son plan n'est pas éligible. Oui. Alors ça, c'est important parce que nous, on a beaucoup de questions. J'ai des dossiers pour des sociétés qui sont en plan. Est-ce que ça vaut le coup de monter un dossier? Parce qu'on risque tout de suite de nous dire non, vous êtes exclus. Non. Donc, s'ils sont en plan de sauvegarde, en plan de redressement, ils peuvent bénéficier. Absolument. Ça, c'est important. Absolument. Ah ben, ça, c'est important. C'est une information importante pour beaucoup. Tout à fait. Et pour les experts comptables. Et pendant que je vous dis, mais ce n'est pas vous, en fin de compte, les 1 500 €, là, justement, la CCI. Non. Pas du tout. 1 500 € sont affectés à l'entreprise. Donc, ça veut dire que si la société est en procédure, elle ne pourra pas bénéficier des individuels. L'entreprise est en… Je ne sais pas si on peut me répondre à cette question. Il ne peut pas en bénéficier. Oui. Il peut? Non. Moi, je ne saurais pas répondre à cette question. Ça ne nous concerne pas, donc je vais réserver la réponse. Donc, c'est bien que vous me confirmiez. Donc, les entreprises en plan bénéficient, en fin de compte, du PGE. Non, c'est bon. Merci. Alors, concernant toujours les PGE, le calendrier, c'est-à-dire la disponibilité effective, c'est quand est-ce qu'on reçoit les sous? Alors, en fait, depuis le 25 mars, c'est activé au niveau des banques. Ouais. Toutefois, c'est vrai que ça a été, je pense, compliqué en interne auprès de chaque banque de redescendre l'information jusqu'au terrain. Mais depuis le 25 mars, on peut faire des demandes. Normalement, les logiciels et les outils internes de chaque banque permettent de monter ce type de prêt. Donc, le PGE, le prêt garanti par l'État. En fait, c'est 3 étapes qui sont très simples. L'étape 1, il faut définir avec le banquier ou les banquiers le besoin. Donc, il faut bien sûr aller prévalider son PGE auprès de sa banque. Il ne faut surtout pas présumer, parce qu'il y a des limites à 25% du chiffre d'affaires, c'est-à-dire un trimestre. Il ne faut pas penser qu'on aura forcément droit à un trimestre de chiffre d'affaires de prêt. C'est une limite. Donc, il faut aller voir le banquier, il faut définir avec lui le montant, les modalités, le taux, la durée, etc. Une fois que c'est prévalidé, à ce moment-là seulement, il faut aller sur notre site internet de BPI France. C'est un lien que va vous donner le banquier. C'est un lien que va vous donner le banquier. C'est un lien PGE BPI France qui va vous permettre d'obtenir votre numéro d'identifiant unique. Donc, c'est un code en fait. C'est un numéro, un code. Avec ce code, vous retournez voir le banquier. Vous lui présentez le code. Il va le rentrer dans son logiciel et là, il finalise le crédit. Alors, pourquoi il y a cette étape intermédiaire de code? Parce que nous, on est opérateur indépendant, donc on centralise les besoins et on veut éviter le surfinancement. On veut éviter qu'il y ait une entreprise, ça pourrait arriver, qui fasse la même demande auprès de 10 banques, par exemple, et qui se surfinance. Donc, pour éviter ça, l'entreprise peut bénéficier d'un seul PGE ou de 2 PGE ou 3 si elle a plusieurs banquiers, mais en tout cas, dans une seule limite d'un trimestre de chiffre d'affaires. Elle ne peut pas faire ça avec 10 banques et obtenir 2 années de chiffre d'affaires, par exemple. Donc, c'est pour ça que l'étape de l'identifiant est importante. Ensuite, on retourne voir le banquier et il finalise et il décaisse. Alors, une question a priori qui concerne pareil le PGE. Le 27 mars, donc une personne nous dit le 27 mars, le PGE n'était toujours pas codifié.
Qu'en pensez-vous que cela va pouvoir l'être? Alors, Claire, peut-être? Oui, alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, même si en effet on a les grandes lignes, et comme vous le voyez, ça se modifie encore au jour le jour, notamment par rapport, enfin là on n'a pas non plus les mêmes éléments qui sont descendus là sur les plans de sauvegarde, et donc on sait comment ça va fonctionner sur les plateformes, mais aujourd'hui les contrats de prêt qui sont des contrats communs à tous les établissements bancaires ne sont pas prêts. Donc nous on nous les annonce pour le milieu de cette semaine. Donc après, de toute manière, ce qui est important aujourd'hui, c'est que les entreprises, elles quantifient leurs besoins par rapport au Covid et par rapport au BFR qui va être important pour le redémarrage, et qu'on travaille en fait, et qu'elles viennent nous voir pour qu'on travaille sur ces besoins pour avancer sur ces préaccords comme l'indiquait Stéphane Lopiccolo. Ce qu'il faut savoir aussi, ce que tu confirmeras Stéphane, c'est qu'il peut y avoir plusieurs tirages tout au long de l'année 2020. Donc il n'y a pas d'urgence non plus absolue, et c'est vrai qu'on va prioriser aussi par rapport aux sociétés qui ont des difficultés véritables de trésorerie à très court terme. Mais vous allez pouvoir faire plusieurs tirages pour aller jusqu'à ce fameux plafond de 25% par société d'ici le 31/12/2020. Donc là, il n'y a pas de problème par rapport à ça. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir faire des demandes évolutives en fonction du contexte économique tout au long de l'année. Oui, je laisse Stéphane confirmer, mais… Oui, je confirme tout à fait ce point-là. Alors d'ailleurs, une petite parenthèse, et ça c'est vrai que c'est quand même très important, il y a énormément de sociétés qui par contre sont dans une situation critique à une semaine près. Effectivement, là c'est à chacun, je pense, d'être raisonnable, et c'est une question de bon sens, mais les entreprises qui ont encore de la trésorerie et qui effectivement ne sont pas dans un état critique d'urgence absolue, bon, ça me semble du bon sens, mais il faut qu'elles laissent entre guillemets les premiers dossiers des entreprises vraiment en difficulté arriver, parce que les banques, en fait, on leur a demandé de faire le dossier en 5 jours, ce qui est franchement, je pense, quasi intenable, parce que là, il y a toutes les entreprises en même temps qui ont la même demande sur les mêmes semaines. Ça me semble compliqué d'y arriver, mais il y a un vrai challenge, et j'espère qu'elles vont réussir à faire ce tour de force et à le réaliser. Bon, il faut éviter de faire une demande aujourd'hui si elle n'est pas absolument nécessaire dans cette semaine. Il y a des entreprises qui ont vraiment, vraiment besoin à 5 jours de fonds et de trésorerie. Donc ça me paraît évident. Alors, par contre, pour les demandes, donc, je rejoins ce que tu disais, Claire. Effectivement, jusqu'au 31 décembre, ce prêt-là, PGE, va exister. Bon, voilà. Tout simplement, il faut réussir à lisser ces demandes en fonction des besoins. Ça me paraît du bon sens. Et puis, c'est compliqué aujourd'hui pour n'importe qui de savoir exactement ce dont vous avez besoin, en fait. Hein. C'est la première difficulté quand on vous a au téléphone, finalement, vous dirigeant d'entreprise, c'est d'arriver à quantifier vos besoins, tout simplement. Alors, pardon, Christophe, pour compléter juste, en fait, par rapport à ce qu'on disait, en termes d'éligibilité, nous, on a vraiment élargi au max. C'est-à-dire que quasiment tout le temps, on va se servir de la garantie. Par contre, c'est vrai que les banques sont souveraines. C'est-à-dire que c'est elles qui décident si elles font pas. On a ouvert les vannes de la garantie de manière très large pour éviter effectivement qu'il y ait des sociétés sur lesquelles les banques voudraient prêter et que nous, on bloquerait. Alors, on n'a pas voulu bloquer. Donc, c'est très, très large en termes d'éligibilité. C'est à la main des banquiers. Par contre, bon, évidemment que les banques sont souveraines pour décider ou pas. Ce n'est pas parce que c'est éligible à la garantie de BPI-France à 90% que les banques vont forcément faire tout et n'importe quoi. Je pense qu'elles le savent, mais c'est bien de le rappeler, et aussi les entreprises, parce que souvent on nous dit « mais je ne comprends pas, c'est éligible en termes de garantie, mais j'ai un refus au niveau de ma banque ». Bon, ça, nous, on ne peut pas intervenir là-dessus. On a ouvert largement l'éligibilité, puis c'est le banquier qui va décider s'il fait ou pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au-delà du chiffre des 25% du trimestre, il y a quand même un critère très important, c'est que ces mesures, elles sont activées et réservées aux entreprises qui sont en difficulté conjoncturelle.
par rapport à la crise du Covid-19. Une entreprise qui était en difficulté structurelle déjà avant la crise est bien sûr pas éligible. Voilà. Stéphane, est-ce que vous pouvez repréciser, enfin Stéphane ou Claire, le fonctionnement de ce prêt avec le remboursement au bout d'un an et si oui. Ouais, ça serait bien que tout le monde le maîtrise. Ça. Oui. Donc, enfin, je ne sais pas Stéphane si tu veux. Non, mais Claire, tu peux y aller, hein, vas-y. Donc, il y a une première année où vous ne payez, enfin, où on est pendant 12 mois, il n'y aura rien à payer pour l'entreprise, je parle. Donc, il n'y a pas de frais de dossier. Le taux qu'ont accordé les banques, donc sur lesquels ils se sont mis d'accord, c'est un taux à 0 sur cette première année. Et il y a le prix de la garantie de la BPI qui est de 0,25%, donc 25 BP pour les sociétés qui sont des PME. Et au-delà, ça va être 50 BP, donc 0,50 pour les ETI au sens de la définition classique. Et dans 12 mois, vous aurez la possibilité de définir, mais ce sera que dans 12 mois que vous prenez votre décision si vous remboursez cette somme immédiatement ou si vous choisissez de l'amortir sur 1 à 5 ans avec un taux là, de la garantie qui va être majoré, qui va passer, alors je parle que des PME, là, il va passer à 0,50% sur l'année 2 et sur l'année 3 et à 100%, donc 1% de coût pour la garantie sur les années, ensuite sur les années 4, 5, 6. Donc, on est là-dessus et le taux pour les banques, ça c'est ce qu'on verra dans les contrats qui ne sont pas encore là, mais je pense que ça sera simplement On en a besoin de toi. Ouais. Alors, vous m'entendez? Oui, très bien. Claire, on ne vous entend plus. Claire, on vous entend plus. Donc, pour compléter ce que disait Claire, effectivement, c'est le PGE, pour faire très simple, c'est un prêt in fine sur un an. C'est un prêt in fine sur un an. Et à la fin de la première année, le chef d'entreprise décide, soit il rembourse le crédit, à ce moment-là, ça aurait été juste un prêt in fine d'un an, un prêt de trésor, quoi. Soit il le conserve et à ce moment-là, il amortit jusqu'à 6 ans. Voilà. C'est un prêt court terme qui est fait pour un an, pour 12 mois. À l'issue des 12 mois, le chef d'entreprise décide soit de rembourser sa banque, soit de transformer ce crédit jusqu'à 6 ans. Donc, ça peut être 2 ans, 3 ans, 4 ans, etc. Plus l'horizon est lointain, plus c'est cher en termes de garantie. Alors, il y a 3 éléments quand même qui vont impacter le taux. Donc, ça, c'est quand même important de le savoir. Il y a effectivement le coût de la garantie d'État, effectivement géré par BPI France en tant qu'opérateur, mais c'est un coût de garantie d'État qui est plutôt faible, qui est à 0,25 la première année, effectivement 0,50 pour les PME et 1 point, enfin 100 points de base, donc 0,01 pour 1%, pardon, pour les ETI et plus. Et ensuite, ça monte progressivement. Donc ça, c'est la commission de garantie. Après, il y a le coût de la liquidité qu'on ne connaît pas encore bien à ce stade parce que dans un an, quand il va falloir transformer le court terme en moyen terme, il y aura le coût de la liquidité. Et vu l'instabilité actuelle des marchés, de plein de choses, des événements qui sont en train de se produire, je pense que le coût de la liquidité va exploser. Donc ça, c'est difficilement estimable hein, et on peut difficilement l'anticiper. Et il y a la commission, la commission, la marge de la banque qui va être très faible. Parce que là, les banquiers jouent le jeu d'une marge quand même assez faible. En parallèle de ça, nous, pour nos clients, et éventuellement en cofinancement des banques, on a aussi un prêt qui est différent du PGE. Ça s'appelle le prêt à tout. Alors, le prêt à tout, il est beaucoup plus simple. Il est à 2%, quelle que soit la durée, et il est figé, il est fixe. Voilà. Bon, il n'y a pas de garantie, c'est assez souple, il y a un différé d'un an et en fait, il permet finalement pour les entreprises qui veulent s'endetter au-delà de 3 ans, on estime que ce sera plus intéressant de passer par un prêt à taux à 2%. Pour celles qui savent d'ores et déjà qu'elles auront besoin de fonds que sur 1 an, 2 ans ou 3 ans, a priori,
il faut vraiment partir sur le PGE, prêt garanti d'État. Voilà. Donc, l'arbitrage se fait entre les deux. Alors, il y a des sociétés qui ne savent pas et qui disent je ne sais pas si moi je vais pouvoir rembourser mes fonds d'ici 2 ou 3 ans. À ce moment-là, s'il y a un horizon lointain, il faut partir sur le prêt à tout de BPI France. S'il n'y a pas d'horizon lointain, je pense qu'il faut vraiment conserver le PGE ou faire un mix entre les deux, quand on ne sait pas. Sur 1 million, faire 500 par exemple. Comme ça, on lisse le risque de volatilité du coût du crédit. Voilà. Est-ce que le prêt, on a une question qui est tombée, le PGE peut être remboursé que partiellement? C'est-à-dire qu'ils veulent conserver 50% à 3 ou 4 ou 5 ans et rembourser les 50 autres pourcents immédiatement au bout de 12 mois. Est-ce que c'est possible ou obligatoirement c'est l'un ou l'autre? Si on offre, je rembourse tout ou je conserve tout? Ouais, c'est une très très bonne question, très intéressante. Je vais laisser les banquiers répondre parce que c'est quand même leur prêt. Je me réserve sur cette réponse. Vraiment, honnêtement, je n'ai pas eu cette demande ou ce cas. Encore une fois, je pense que les banques sont normalement, encore une fois, tout n'est pas redescendu sur le terrain, mais c'est leur prêt, quoi. C'est elles qui vont mettre en place ce prêt et les modalités. Alors, je ne sais pas si Yves, peut-être, sait répondre à cette question. Moi, honnêtement, je me réserve sur la réponse parce que je n'en ai aucune idée. J'espère que oui, puisque bon, la souplesse voudrait, l'exigerait en tout cas, mais je vais laisser répondre les banquiers. Alors, est-ce qu'on a retrouvé Claire? Parce que du coup, moi, je l'ai perdu. Oui, en effet, j'ai été déconnectée. Oui, nous, c'est possible, oui. Bon, je vais consolider qu'une partie du prêt, oui. Très bien. Ensuite, il y a une autre question qui vient. Sans frais, évidemment. Pardon? En cas de remboursement, sans frais, évidemment. Quand on est sur cette première année, oui, sans frais, oui. Enfin, je laisse Yves aussi prendre la parole. On a perdu Yves comme on vous a perdu, parce qu'en fait, le pauvre, il n'entendait rien, donc du coup, j'ai dit qu'il pouvait raccrocher. Une autre question concernant les SCI qui portent les loyers des entreprises. Donc, une question d'une chef d'entreprise qui voudrait, du coup, pour réduire les charges de son entreprise, pouvoir suspendre les loyers parce que suspension des remboursements de sa SCI. Hein, vous nous confirmez bien qu'on peut décaler de 6 mois les loyers des SCI ou pas? Là, moi, les loyers des SCI, ce n'est pas moi, banquier, qui vais répondre. Sur l'échéance. Les emprunts des SCI. Oui, tout à fait. Oui, sur les SCI, vous pouvez demander à vos banques. En tout cas, nous, on répond par rapport à ça. Sur les emprunts des SCI, on peut mettre une pause. Par contre, vous l'avez compris, le PGE n'est pas éligible sur les SCI. Alors, par contre, comment ça se passe lorsque la société SARL doit rembourser les loyers à la SCI qui détient le fonds de commerce et qui rembourse les séances préalables? Non, mais c'est bon, vous avez répondu à la question. Parfait. Nickel. Yves? Oui, une question concernant les coûts toujours sur les frais. Alors, c'est lié à la banque, bien sûr. Les frais bancaires sont-ils alors possibilité déjà d'obtenir une augmentation des plafonds de découvert? Les frais bancaires vont-ils être appliqués de la même manière sur cette période? Et sur le report des échéances, y aurait-il pas possibilité qu'on baisse le taux, plutôt que d'appliquer le taux contractuel, d'appliquer un taux sans marge de la banque, par exemple? Alors, alors, attendez. Vous m'avez posé comme question. Alors, il y avait l'augmentation des plafonds de découvert, la possibilité. Des plafonds. Je dirais que là c'est vrai que après, c'est par rapport à l'urgence. Hein. On a quelques urgences là par rapport à cette fin de mois, fin mars, où on n'avait pas encore les PGE qui étaient disponibles. Donc là, c'est des clients qui viennent nous voir un à un, je dirais, pour présenter leur cas particulier. Et puis derrière, c'est le fameux PGE qui va se mettre en place parce que c'est finalement un crédit court terme, sans frais au-delà de la garantie, vous l'avez compris, de l'État. Donc, c'est ce qui va être le moins cher pour l'entreprise. Après, vous m'avez demandé pour les pauses. Pour les pauses, moi je vous l'ai dit, hein, ensuite il faudrait que… Alors, je suis le seul établissement bancaire, donc il peut y avoir peut-être des établissements qui ne pratiquent pas exactement de la même manière, mais nous, pendant cette période de 6 mois, vous
vous ne payez pas, mais ensuite, en effet, il y aura les intérêts intercalaires sans coût additionnel, sans frais, sans pénalité, sans rien, mais qui seront quand même là. Voilà. Qui sont quand même. Claire, lorsqu'on décale justement, alors là, je reviens sur les SCI, lorsqu'on décale les emprunts des SCI de 6 mois, donc les intérêts intercalaires de la SCI de ces 6 mois-là sont rajoutés au capital restant dû, c'est ça? Alors en fait, bon après c'est pour ça que là ça va être une réponse, mais je sais que tout le monde n'est pas sur la même façon de calculer, sur les mêmes systèmes d'information, donc je ne vais pas vous faire une réponse globale pour tous mes collègues. Nous en fait, si vous avez choisi de reporter de 6 mois, la 7e échéance. La 7e échéance, donc l'échéance, par exemple, si on est en mensualité, la 7e échéance juste après, vous allez avoir une part de capital qui va être plus faible. Parce qu'en fait, on va être toujours sur le même montant de l'échéance, mais il y aura un peu moins de capital remboursé sur cette échéance par rapport à une échéance standard, et ce capital il sera reporté à la fin. Voilà comment ça se passe chez nous. Voilà. Juste une question dans ce cadre-là. Du coup, il a été question de laisser le choix, soit de payer les intérêts, c'est-à-dire de dire je paye les intérêts le 6e ou le 7e mois en fonction de ce qui s'est passé, soit de les imputer, comme vous le disiez par exemple, soit de reporter totalement, de le rajouter au capital restant dû et de le rééchelonner. Alors en fait, c'est plus différemment que la question se pose. Nous, c'est soit vous voulez rallonger votre crédit de 6 mois, et là je vous ai répondu comment ça se passait. Ouais, soit vous voulez finalement avoir toujours la même durée, et ben forcément vous aurez des échéances qui seront majorées parce qu'il faudra rattraper finalement le retard de ces 6 mois sur le remboursement du capital, tout simplement. Yves, okay. je propose peut-être qu'on ouvre les vidéos à tout le monde, que s'il y en a qui ont des questions auxquelles on n'aurait pas, on ne serait pas allé au bout, peut-être qu'ils posent leurs questions et que du coup, avant de conclure, que chacun puisse répondre. Qu'est-ce que tu en penses, Yves? On ouvre Pierre, oui, on ouvre les micros, tu veux dire? On peut ouvrir, oui. Allez, on ouvre leurs questions et avant de conclure, que chacun puisse répondre. Qu'est-ce que tu en penses, Yves? On ouvre Pierre, on ouvre les micros, tu veux dire? Alors, on va couper les micros temporairement, le temps que les gens coupent le live Facebook ou YouTube, par contre, qui est en cours. Et donc, visiblement, vu que ça risque d'être compliqué, je propose plutôt que les gens qui veulent poser une question ouvrent eux-mêmes leur micro. Sinon, je crains que ce ne soit pas forcément gérable. On est 93 personnes, donc je pense que ce sera un peu difficile. Et si vous voulez parler, ouvrez votre micro. Puisque personne ne parle… Du coup, je vais parler. Vas-y. J'ai une question concernant pour la CCI, a priori, pour des gens qui travaillent avec le secteur public, pour injecter rapidement des liquidités dans les entreprises et qui ont des marchés avec les institutionnels, est-il possible d'accélérer le paiement des situations déjà facturées et anticiper des acomptes sur les marchés en cours? Je vais laisser la parole à Christophe parce que alors là, je ne sais pas. Christophe Terry. Allô. Il y a une ordonnance qui est parue la semaine dernière concernant les marchés publics. Mais je sais qu'il y a des dispositions, mais je n'en connais pas exactement le détail. Donc, que la personne me joigne directement et puis je lui en donnerai les détails. Voilà. Mais il y a des dispositions qui ont été prises. Alors, c'est très certainement encore en attente de décret. Parce qu'il y a les ordonnances au départ, mais après, il y a des décrets d'application. Ça va, très bien, merci. Moi, j'ai plus de questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions qui arrivent en live? Je ne crois pas. Je crois qu'on a fait le tour de toutes les questions qui avaient été soumises. Alors, petite précision, on n'a pas eu de questions là-dessus, mais nous, on est assaillis de questions de nos ressortissants. Il y a également une ordonnance qui prévoit des reports de loyers commerciaux et de tout ce qui est électricité, gaz et eau. Oui. Là, pareil, on attend le décret d'application qui devra intervenir très vite. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, bonjour. Pour une amie commerçante, elle a donc un propriétaire privé indépendant. Est-ce qu'elle aura le droit de lui imposer de ne pas payer son loyer?
Alors, si vous voulez, pour l'instant, ce qui est sûr, c'est ce qui est paru dans l'ordonnance, une ordonnance du 25 mars. Ce qui est prévu, c'est que les propriétaires ne pourront pas appliquer de pénalités de retard, ne pourront pas résilier le bail. Enfin, grosso modo, n'auront aucune possibilité de vous ennuyer comme ils pourraient le faire une autre fois en cas de non-paiement du loyer. Maintenant, les conditions de mise en œuvre, à qui ça s'adresse exactement, etc., ça fait justement l'objet du décret que l'on attend. Donc, pour cette dame, je pense que ça devrait être bon parce que d'après les informations que j'ai pu avoir, les personnes qui pourraient bénéficier de ce fonds de solidarité seront les mêmes, de ces reports de loyer, seront les mêmes que les personnes qui vont bénéficier du fonds de solidarité. Et en sachant, on avait abordé le sujet tout à l'heure au niveau des baisses de chiffre d'affaires de 70% ou 50% par rapport à l'année dernière. Apparemment, dans le projet de décret que j'avais pu me procurer, il est écrit que les commerces, enfin les entreprises en règle générale, qui ont subi une fermeture administrative, donc tous ceux, les coiffeurs, les magasins de vêtements et autres, y auraient droit automatiquement, quelle que soit la baisse de chiffre d'affaires par rapport à l'année dernière. Mais là encore, il vaut mieux attendre d'avoir le décret entre les mains. Moi, je préfère être sûr. D'accord, merci. Mais je vais vous mettre dans le fil de la discussion le contact de la CCI avec le numéro de téléphone de la cellule de crise. Et puis, vous pouvez joindre aussi Julie, qui est présente à cette conférence. Et également sur notre adresse Internet, on a une page spéciale consacrée au Covid avec toutes les informations qu'on peut recevoir de l'État, de CCI France et autres pour vous tenir à jour. D'accord. Une autre question. Est-ce que la suspension des prélèvements liés aux factures d'énergie, gaz, électricité, eau, en ce qui me concerne par exemple, j'ai fait les démarches sur les sites de chacune des sociétés. Je n'ai aucune réponse à ce jour. Parce qu'il n'y a pas de décret. Il n'y a pas de décret, donc voilà. Parce qu'aujourd'hui, ce qui est prévu pour les fournisseurs d'eau, de gaz et d'électricité, c'est justement, c'est un peu le pendant de ce qui est prévu pour tout ce qui est bailleur. C'est qu'ils ne peuvent pas vous réduire votre puissance électrique, ils ne peuvent pas vous surspendre la fourniture, ils ne peuvent pas vous résilier le contrat, etc., etc. Donc, grosso modo, toutes les possibilités qu'ils auraient de pouvoir suspendre leurs prestations en règle générale, tout ça par l'ordonnance, il a été prévu que voilà, ils ne pourraient plus le faire. Sauf que la démarche et autres, tout dépend du fameux décret. Donc je pense que c'est pour ça que vos fournisseurs ne vous ont pas encore répondu. D'accord, merci. Mais de rien, madame, à votre service. Pierre, est-ce que tu peux nous diffuser le premier questionnaire? On a pris du retard, mais ce n'est pas grave. Le questionnaire pour avoir un panel des entreprises qui étaient là, même ceux qui étaient avec nous, s'il te plaît. Alors oui, on a deux sondages, un qu'on va vous mettre, demandant qui vous êtes, commerçant, salarié, TPE. À vous de nous dire, vous voyez le sondage à l'écran, puis un autre qui parlera de la perte de chiffre d'affaires, pour qu'on voit un peu mieux où on en est. Et ensuite, je propose que nous passions la parole à Jackie Cyril, qui va nous parler un petit peu des deux organes parallèles au tribunal de commerce qui accompagnent les chefs d'entreprise en fonction des difficultés qu'ils ont. Donc, je te passe la parole peut-être, si tu veux. Alors, on va finir, si tu veux peut-être avant de lancer la parole à Jackie, on va finir ce sondage. Il y a 40 personnes, la moitié des personnes qui ont voté. Je pense que c'est représentatif pour l'instant. Allez, on compte encore quelques secondes. Allez, une cinquantaine. Tout le monde voit bien le questionnaire, le sondage? On a 50 réponses, donc on peut supposer que les gens le voient. Je me fais en vote et on partage les résultats. Donc, on a sans surprise 40%, donc c'est bien représentatif de Libre Entreprendre, de TPE, 15% de commerçants. Et je vous laisse lire les résultats. On ne le voit pas, on ne voit rien. Tu ne le vois pas? Alors, si vous ne le voyez pas, je vous donne les résultats du sondage. Les commerçants représentent 14% de notre audience aujourd'hui, les TPE 40%, PME 16%, indépendants et artisans 6%, auto-entrepreneurs 3%, pardon, salariés 6% et autres 17%. Sondage aussi, questionnaire qu'on voulait faire avec toute l'équipe de Libéro Entreprendre aussi.
quel est l'impact du Covid-19 sur la perte de chiffre d'affaires? J'ouvre le vote. Je vous laisse répondre. Combien vous avez perdu? Peu ou pas de conséquences sur mon activité? L'activité, c'est bien le chiffre d'affaires. Hein. C'est bien sûr, vous pouvez travailler toute la journée, ça n'a rien à voir. Je perds entre 10 et 30% de mon activité, entre 30 et 50% de mon activité, 50-70 et plus de 70% de mon activité. Ou alors, les chanceux qui ont plus d'activité qu'avant la crise. Eh bien, alors oui, ils se cachent, mais ils ne se sont pas encore prononcés, ceux qui ont gagné plus que pendant le Covid. Ils travaillent, ils ne sont pas là, Pierre. Ben oui, ils ne sont pas là, effectivement. Et puis, s'ils gagnent plus, ils n'osent pas le dire. Donc, de toute façon, c'est une case vide. 50 personnes ont voté. Allez, encore quelques instants, parce que c'est intéressant. On a 50 votants sur 88 aujourd'hui. On a saturé le serveur, effectivement. On était plus d'une centaine à un moment. Heureusement qu'on a mis le live sur YouTube. Ça a permis à tout le monde de pouvoir le suivre, puisqu'on a mis bien sûr le message sur le WhatsApp de Libre Entreprendre. Voilà, 50 personnes ont répondu. On arrête le vote et je partage les résultats. Alors, pour ceux qui ne le voient pas, je vous les commente. L'impact, peu ou pas de conséquences sur mon CA, 6%. Et je perds entre 10% et 30% de mon CA, c'est un quart des participants. Il y a 13% des gens qui ont perdu entre 30 et 50% et 13% qui ont perdu entre 50 et 70%. Et ce qui est le chiffre le plus important, 40% des participants ont perdu plus de 70% de leur CA. Donc, c'est quand même entre ceux qui ont perdu entre 30 et 70%, ça fait 90% des participants. Et puis, il y a quand même une bonne nouvelle. Il y a une personne, comme le sondage est anonyme, on ne le saura pas, qui gagne plus qu'avant la crise. Bravo, c'est un exploit. 1 sur 50. Ok, allez, on passe la parole donc à Jackie Cyril qui va vous expliquer tout l'accompagnement qu'il peut y avoir au niveau des entreprises avant de se rapprocher du tribunal de commerce. Oui, bonjour. Je voulais d'abord féliciter toute l'équipe de Libre Entreprendre pour cette initiative. Je regrette un peu qu'il y ait encore d'imprécisions parce que parmi tous les petits chefs d'entreprise que je rencontre, eh bien, ils doivent prendre des décisions extrêmement rapidement et prendre des décisions quand on n'a pas tous les éléments, ce n'est pas très facile. Ceci mis à part, je pense que Gérard Arnaud, dans le cas de la prévention, doit être à peu près du même avis, mais je laisserai s'exprimer tout à l'heure. Concernant le CIP, donc c'est un centre d'information et de prévention où on reçoit, où il y a 3 personnes, un ancien juge, un expert comptable et un avocat qui reçoivent les chefs d'entreprise en toute confidentialité pour analyser avec eux les différentes possibilités qui s'offrent lorsque les difficultés apparaissent. La problématique, c'est que souvent les gens viennent nous voir trop tardivement et que les possibilités sont de plus en plus limitées au plus le temps passe. Et dans le cas de ce coronavirus, comme rien n'était prévisible en amont et que tout n'est pas encore décidé parce que les informations arrivent presque tous les jours, j'en reçois beaucoup des différents organismes, il va être extrêmement difficile pour les chefs d'entreprise de prendre des décisions rapidement. L'objectif donc, c'est de proposer des solutions aux chefs d'entreprise. En aucun cas, nous prenons des décisions à sa place. Parmi les solutions, il a la possibilité d'aller voir le président du tribunal de commerce pour mettre en place une prévention, pour nommer un administrateur dans le cadre d'une procédure confidentielle ou mettre en place des plans de sauvegarde ou de redressement judiciaire suivant le cas. APESA, puisque Christophe en parlait tout à l'heure, c'est une association qui vient en aide aux chefs d'entreprise en souffrance aiguë, c'est-à-dire, pour être clair, il y a certains chefs d'entreprise qui, à force d'avoir des difficultés, le coronavirus venant par-dessus tout ça, en ont, excusez l'expression, un peu par-dessus la tête et ont besoin de soutien psychologique. Et la cellule APESA prend en charge 5 interventions auprès d'un psychologue. Donc, ces 5 interventions sont gratuites pour le chef d'entreprise et elles sont prises en charge par l'association APESA. Voilà, Gérard, ton avis sur cette réunion?
Et c'est excellent. Moi, ce que j'ai donné quelques informations complémentaires concernant le tribunal de commerce, c'est que malheureusement, la cité judiciaire est fermée, mais le tribunal de commerce est toujours opérationnel puisque nous arrivons malheureusement à traiter des dossiers de liquidation ou de redressement judiciaire. Je rappelle que les gens peuvent toujours saisir le tribunal par un site qui s'appelle tribunaldigital.fr. Ou sinon, concernant la prévention, nous recevons automatiquement tous les mails concernant un email qui s'appelle prévision-greffe-tc-avignon.fr. Vous pouvez nous joindre. Des juges comme Jacques Sorbier ou Daniel Hatton sont disponibles pour pouvoir répondre immédiatement à tous les chefs d'entreprise. Voilà. Merci beaucoup. Juste un dernier petit tour. Bénédicte Grégoire, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Est-ce que vous avez une information qui pour vous a manqué? Est-ce que vous voudriez dire une dernière chose? Peut-être juste apporter un complément, puisque j'ai vu que dans les questions, il y avait une question sur l'après, parce qu'on n'a pas parlé de l'après. Alors, c'est un petit peu en parallèle avec le prêt, les prêts à tout et les prêts garantis, toutes les possibilités de financement qui sont proposées aux entreprises. À la Banque de France, on a mis en place depuis aujourd'hui la possibilité d'obtenir un dossier financier directement. Je vous enverrai les liens. Qui s'appelle Opal, que l'on facturait auparavant auprès des chefs d'entreprise à peu près au tarif de 500 € et qui est là, donc qui est disponible gratuitement. Donc c'est un logiciel que l'on peut avoir directement sur le site Banque de France Opal et qui peut aider donc à faire des simulations et qui peut notamment aider à choisir quel est le montant en fonction des données que les entreprises connaissent à aujourd'hui et peuvent éventuellement se projeter pour défendre les dossiers de financement. Donc, je vous ferai parvenir les sites pour ça. Merci beaucoup. Stéphane Lopiccolo, est-ce que pareil, des choses à rajouter, des précisions qui rendraient service à tous nos chefs d'entreprise? Ouais, alors je vais vous donner le numéro vert en fait que BPI France a mis en place, qui me semble important parce que si tout n'a pas été clair aujourd'hui ou qu'il y a d'autres questions qui arrivent par la suite, je pense que ça peut être intéressant de nous contacter via ce numéro. Donc si chacun souhaite le noter, je vais le donner en tout cas tout de suite. C'est le 0969 370 240 0969 969 370 240. Donc ça, c'est une plateforme BPI France d'urgence qui a été mise en place. Il suffit en fait de laisser vos coordonnées et le besoin. Et en fait, on va trouver la meilleure réponse, la meilleure synthèse de ce que vous pouvez avoir droit. Alors, c'est réservé aux aides financières des banques et de BPI France. Mais enfin, si vous avez une question qui porte sur d'autres thématiques ou d'autres sujets, on saura éventuellement peut-être vous orienter ou essayer d'y répondre. Donc ça, c'est un numéro d'urgence qui fonctionne depuis 2 semaines, mais que vous pouvez encore continuer à utiliser. Sinon, juste un dernier point, et je terminerai là-dessus. On a donc fait en sorte, encore une fois, de garantir l'équivalent de 15% du PIB quand même en France, c'est-à-dire 300 milliards d'euros qui ont été mis en place immédiatement. Et en fait, je suis quand même étonné puis assez inquiet. Je sais que ce n'est pas le cas dans toutes les banques, mais normalement, les directions générales de chaque banque a pris les mesures et les moyens suffisants et nécessaires pour que les informations précises redescendent sur le terrain depuis le 25 mars. Parce que normalement, depuis le 25 mars, les premiers dossiers de financement doivent être décaissés. Et c'est déjà presque trop tard. Parce qu'on est plus 9 jours depuis le confinement, le 25 mars, et c'était déjà la limite. Donc normalement, aujourd'hui, dans toutes les banques de France, et Frédéric Oudéa, qui est quand même le président de la Fédération des banques françaises nationales, qui est aussi directeur de la Société Générale, a bien précisé depuis au moins une semaine le protocole, le mode opératoire, le déroulé et comment ça doit se mettre en place au niveau des banques sur le terrain. Je sais que c'est fait en majeure partie. N'hésitez pas à peut-être insister si vous trouvez vous vous heurtez à des difficultés au niveau des banques, mais je ne pense pas, parce que tout le monde joue le jeu, je crois, en ce moment. Mais insistez, passez éventuellement par nous, puisqu'on est quand même garant à 90%. Et effectivement, Bénédicte le disait, peut-être consulter la médiation Banque de France dans le cas extrême où c'est vraiment nécessaire. Voilà.
Merci Stéphane. Claire, est-ce que des choses que vous voulez rajouter? Oui, juste, juste sur ce que dit Stéphane. Évidemment, on est prêt depuis le 25 mars et depuis le 25 mars, on a toutes les informations pour les plateformes et commencer à faire tous les préaccords. Simplement, je rajouterais juste ça, hein, c'est que les contrats, ils vont être globaux et que là-dessus, il y a encore des choses, mais qui vont arriver là d'ici 2 jours. Donc, c'est comme si on pouvait en effet décaisser vos prêts et ça va être maintenant très rapide, puisque toute la phase amont de décision a été mise en place par toutes les banques et on a tous mis en place en tout cas des processus allégés pour pouvoir décider rapidement sur vos demandes. Donc, il n'y a pas de souci. Et si mon message était un peu biaisé tout à l'heure, c'est simplement par rapport à la dernière partie du décaissement vraiment et du contrat. Voilà. Mais sur le reste, je dirais qu'on a en effet toutes les informations, les plateformes et tout ce qui s'ensuit pour avancer et que vous alliez voir l'ensemble de vos banques partenaires pour leur demander à chacun de prendre la part qui leur incombe. Donc, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Hein. Merci. Voilà. Olivier Baglio. Olivier, des choses à rajouter? Peut-être une chose, il faut savoir que la Fédération française du bâtiment et l'UIMM, chacune de leur côté, sont en train d'élaborer un guide de protection des salariés, donc pour permettre de concilier la reprise du travail et les règles de sécurité. Donc, je pense que quelle que soit l'activité de tout un chacun, il peut être intéressant de compléter son propre plan de continuité d'activité avec le contenu de ces guides. Parce qu'en matière de sécurité, nous sommes bien placés pour savoir qu'on n'en fait jamais trop, l'employeur étant débiteur d'une obligation de sécurité dite de résultat. Donc, il peut être intéressant, quand bien même votre plan de continuité d'activité serait fait, de le compléter au fur et à mesure en fonction des éléments faits par des branches professionnelles au niveau national. L'intérêt de ces guides, il est simple, c'est qu'il va être validé par le ministère du Travail. Donc, à partir de là, on peut considérer que si l'employeur ou si l'entreprise les applique, en cas de contentieux ultérieur, parce que malheureusement, c'est mon métier, nous pourrons arguer que les mesures de sécurité étaient suffisantes puisqu'elles avaient été validées à la fois dans le bâtiment et dans l'UMM, dans la métallurgie, par le ministère du Travail. Donc, je pense que c'est un sujet évolutif et qu'il convient de rester informé au travers peut-être de l'Uberon Entreprendre ou d'autres organisations professionnelles de façon à compléter au fur et à mesure vos propres plans de continuité. Merci Olivier. Julie et Christophe de la Chambre de commerce, si vous voulez rajouter des choses. Julie? Oui, bien sûr. Juste rappeler donc notre cellule de crise, un numéro unique et une adresse mail unique. On répond à toutes les demandes. Donc, Christophe a mis sur les petits messages le numéro 04 90 14 10 32 et pour l'adresse mail celluleappui@vaucluse.cci.fr. Chaque cas est unique, donc on répond à chaque cas de façon appropriée et rapidement. Merci. Christophe, tu veux rajouter quelque chose? Oh, rien de particulier. Julie a tout dit. On est à la disposition de tous les chefs d'entreprise. Veillez bien dans les jours à suivre parce que je pense qu'il va y avoir pas mal de décrets d'application qui vont sortir. Merci. Et pour conclure, peut-être, je ne sais pas si Jean-François Grenier, notre médecin, est toujours là. Il est toujours là. Bon, Jean-François, à la limite, on a commencé en parlant de ce que les affaires sans la santé, c'est rien. Donc, à la limite, on peut finir par la santé et après, on se dit au revoir à tous. Alors oui, quelques points. Déjà, on voit beaucoup de messages à la télévision, mais on va les rappeler. Règles, dans votre plan de continuité, c'est important de rappeler les règles et de les communiquer à tous les salariés. Règles de distanciation, on dit 1 mètre minimum, 2 mètres de préférence. Les gestes barrières, éviter toutes les poignées de main et les bises, se laver régulièrement les mains, gel hydroalcoolique lorsque disponible, impératif si le lavage des mains n'est pas disponible, des mouchoirs jetables à volonté, des sacs poubelles en quantité, éviter le plus possible les réunions en présentiel, les regroupements de salariés dans des espaces réduits doivent être évités au maximum, tout déplacement non indispensable doit être annulé ou reporté.
il y a eu un point qui a été fait en tout début de réunion sur l'éventualité d'avoir des salariés qui seraient contaminés. S'il y a des signes de fièvre, c'est-à-dire une température orale de plus de 37,5 ou des signes respiratoires, toux ou essoufflement, ce sont des signes qui sont annonciateurs d'une infection. Il est évident qu'en début de contamination, les gens vont être asymptomatiques, mais les premiers signes, les premiers symptômes seront probablement de la fièvre, une toux sèche en général, avec un peu d'essoufflement. Conduite à tenir, appelez le 15 s'il y a des symptômes graves. Sinon, 1. Renvoyer le salarié à domicile. 2. Lui recommander de consulter son médecin. 3. Informer les salariés qui ont été en contact étroit avec ce salarié-là. 4. Nettoyer immédiatement les espaces de travail du salarié concerné. Et sur le nettoyage, c'est important, une chose qui n'est pas beaucoup dite, éviter les aspirateurs. Les aspirateurs vont pulvériser le virus dans l'air environnant et peuvent entraîner de la contamination. Donc, le lavage et la désinfection humide sont à privilégier. Et quand je dis lavage et désinfection, c'est que lorsqu'il y a quelqu'un qui est suspect qu'on soupçonne d'être contaminé, il faut d'abord laver avec un produit détergent et ensuite rincer à l'eau et par la suite désinfecter. On peut désinfecter avec des produits alcoolisés ou de l'eau de javel diluée dans un nouveau bandeau de lavage. Et finalement, on sait que le virus reste peu dans l'air, mais quand même jusqu'à 3 heures, peu sur le carton, mais aussi jusqu'à 3 heures, mais sur les surfaces dures, particulièrement le métal, sauf le cuivre, et les plastiques, jusqu'à 3 jours. Il est de bonne pratique de bien nettoyer 2 fois par jour, désinfecter les tables, les chaises, les claviers, les écrans, les téléphones, les poignées de porte qui sont beaucoup touchés, et dans les quelques cas à Cavaillon, mais il n'y en a pas des tonnes, les boutons d'ascenseur, puis les sonnettes, 2 fois par jour. Et vous devriez mettre ça dans votre plan de continuité. Sinon, protégez-vous bien et restez en santé. Merci beaucoup, Jean-François. Je m'aperçois que j'ai juste oublié une personne. C'est Jean Tritaine. Jean, au niveau de l'MV, si tu as des choses à rajouter. Jean n'est plus là. Si, il est là. Mais le son, je suis là. J'aurais juste quelque chose à rajouter. Je l'ai mis dans mon petit commentaire. Il y a beaucoup de territoires et d'institutions aujourd'hui qui recherchent un guichet unique dans le domaine économique. Et c'est ce que j'ai dit. Nous, on a la chance de l'avoir et bravo à Luberon Entreprendre. Voilà. OK, ben merci. Je pense qu'il y a un petit questionnaire qui vient de circuler. On vous laisse y répondre. Moi, juste pour conclure, donc merci à tous les intervenants de vous être rendus disponibles. Je sais que les emplois du temps sont compliqués pour tout le monde, donc merci beaucoup. On a dépassé largement l'heure, ça fait bientôt 2 heures. Juste à tous les chefs d'entreprise pour leur dire qu'on a parlé de quelque part un peu de la mise en sécurité. Le plus important, c'est ce qui va se passer demain, c'est préparer notre business pour l'avenir, imaginer notre commerce peut-être différemment. Profitons des 15 jours ou 3 semaines qui nous restent pour tous réfléchir à comment on va pouvoir être agressif commercialement différemment, à nous organiser différemment. Je pense que ces visios qu'on vit, là, celles qu'on vient de vivre aujourd'hui, et moi j'en vis tous les jours avec mes collaborateurs, c'est une nouvelle façon de travailler, c'est une nouvelle façon de communiquer. Il y a du bon, il y a du mauvais, mais je pense qu'il faut retenir le bon et à l'arrivée, vous verrez, on en sortira tous grandis.